Bienvenue dans le débat de France 24. Ils ont souffert à leur manière du coronavirus, privés de leur passe-temps favori. Les supporters de football commencent enfin à voir le bout du tunnel. Dès ce mercredi, la première ligue anglaise reprend ses droits, en attendant les rencontres de Ligue des Champions, ramassées autour de la mi-août dans des matchs à élimination directe, sans public dans les tribunes. Le foot s'affranchit des règles habituelles du spectacle vivant pour continuer à faire vibrer les fans du monde entier devant leurs écrans. Silence, on joue, le football plus fort que la pandémie. On en débat avec Jérémy Bréchet, ancien international français. Vous êtes aujourd'hui entraîneur adjoint de la réserve de l'OL. Merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. Également parmi nous, Emmanuel Beaujean, responsable adjoint de la rubrique football à l'équipe. Bonjour Emmanuel Beaujean. Bonjour. L'équipe qui titre aujourd'hui en une sur la reprise du roi des championnats nationaux, la Première Ligue, noblesse oblige. Également parmi nous, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour à vous. Afrique Magazine qui, dans son numéro du mois de juin, se penche sur le monde d'après, c'est-à-dire en kiosque ou sur Internet. Et puis Karim Baldé est également parmi nous, mon confrère journaliste foot à TV5. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Mais d'abord, retour en images sur le dernier pays en date en Europe à avoir repris. C'est l'Italie où s'est disputée vendredi la demi-finale retour de la Coupe entre la Juventus et l'AC Milan dans une atmosphère étrange de huis clos avant la reprise du championnat cette fin de semaine. Le calcio sans les tifosi, c'est un reportage diffusé samedi par nos confrères de France 2, Alban Micozzi et Manuel Carello. 100 jours plus tard, l'Italie a retrouvé son football. Pour le moment, les matchs se regardent à la télévision, mais à Turin, beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans les bars hier soir. Et tant pis pour le respect des distances. Tout nous a manqué en cette période. Et le football, oui, ça nous a beaucoup manqué. Le foot, c'est un sport que j'aime, oui, mais c'est aussi un moment de partage. Impossible d'accéder au stade. Les matchs se jouent à huis clos. En Italie, l'ombre du virus est suffisamment présente pour que des précautions maximum soient prises. Les stades, même vides, sont désinfectés, les tribunes, les vestiaires, rien n'est laissé au hasard. Et seuls les joueurs et leurs dirigeants peuvent franchir les grilles. Mais même dans ce contexte, le retour du football, c'est un peu la victoire de la vie. Le foot, c'est comme le pain, comme l'eau, c'est comme une drogue. La reprise du football professionnel, c'est un coup de fouet à l'économie. Les grands clubs italiens représentent à eux seuls 1% du PIB. La Juventus de Turin vend chaque année près de 2 millions de maillots, par exemple. Son chiffre d'affaires est celui d'une grosse entreprise. Les joueurs retrouvent le terrain, les journalistes leur rédaction. Allemagne, Espagne, Italie, on joue partout en Europe, sauf en France. Une décision étonnante, vue de Turin. Je crois qu'il s'agit d'une très lourde erreur. Parce que la décision a été prise avant la fin d'avril. C'était trop tôt. Mais les autorités restent méfiantes. Pas question pour le moment d'ouvrir les gradins aux spectateurs. L'Italie se souvient qu'à Bergame, c'est un match de football au mois de mars qui a facilité la dispersion du virus dans toute la ville. Jérémy Bréchet, le confinement, ça a été une épreuve pour l'amateur de football que vous êtes. Vous l'avez vécu comment ? Non, j'ai eu la chance de bien le vivre. Bien, déjà, le vivre en famille et autour de moi, tout le monde était en bonne santé, ma famille aussi, donc c'est le plus important. Mais j'en ai profité, voilà, c'était une opportunité finalement de faire autre chose, toujours dans le football, bien sûr, mais de travailler sur la saison à venir, de faire une analyse des pratiques de cette saison. Donc finalement, oui, ça a manqué de pas être sur le terrain, bien sûr que ça m'a beaucoup manqué, mais néanmoins, j'ai pu préparer et approfondir mes connaissances. Donc dans l'ensemble, ça a été plutôt positif. Quel est le protocole auquel doivent se conformer désormais les joueurs à l'entraînement et puis dans les championnats où la compétition a repris ? Écoutez, ça, c'est surtout les staff pro qui sont confrontés vraiment à ce protocole, à tous l'ensemble le protocole gestes et barrières pour sécuriser vraiment l'ensemble des personnes qui préparent les entraînements ou les matchs. Maintenant, moi, je suis vraiment à l'académie, donc pour l'instant, l'académie est encore fermée, elle rouvrira au mois de juillet, et à ce moment-là, on sera en mesure de préparer les joueurs à pratiquer leur activité en sécurité. C'est un protocole qui est certainement lourd, mais il est nécessaire et puis il est faisable, il est réalisable. Avec les tacles, avec les gestes qu'on voit habituellement dans le football ? Oui, bien sûr. Sur le terrain, il n'y a rien à craindre parce que les joueurs,
au moment où ils sont sur le terrain, ils ont déjà été testés. Logiquement, il n'y a pas de trace de virus dans l'enceinte, que ce soit des terrains d'entraînement ou de match. Donc, si tous les protocoles de sécurité sanitaire ont été respectés, les gestes barrières aussi ont été respectés, et c'est souvent le cas, enfin, c'est même tout le temps le cas, il n'y a aucun problème. Après, sur le terrain, il faut qu'il y ait des contacts, sinon c'est plus du football. Emmanuel Beaujean, ça fait quoi d'assister à nouveau à des matchs sans bruit où les adversaires ne se serrent même pas la main? Est-ce encore du football? Oui, bien sûr. C'est bizarre, c'est perturbant, mais quand on a attendu aussi longtemps, quand on a été sevré de football, on est toujours content de retrouver du football de compétition de haut niveau. Il ne faut pas oublier qu'à un niveau amateur, quand vous allez jouer avec vos amis le dimanche ou faire un match de 5 contre 5 sur un terrain de foot urbain ou en intérieur, a priori, il n'y a pas de spectateurs et ça n'empêche pas les gens de se passionner pour leur match. Karim Baldé, ça a un sens de disputer des matchs sans public? Est-ce qu'on est sûr que les supporters ne vont pas chercher à se rassembler ailleurs, aux abords des stades par exemple? Bah ça, c'est la crainte qu'on entend beaucoup en Angleterre, puisque le championnat reprend ce soir. Quand on voit ce qui s'est passé en Allemagne et en Italie et même en Espagne, pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. C'est vrai que la passion parfois peut prendre le dessus, mais vu le contexte lourd quand même, hein, parce que le coronavirus a fait quand même des dizaines de milliers de morts en France, en Italie, en Angleterre, mais également en Espagne, on voit bien que cette crainte-là, pour l'instant, n'est pas vraiment justifiée. Après, sur le fait que le football soit étonnant, bizarre, c'est vrai. Et moi, quand j'ai regardé, par exemple, les premiers matchs allemands à la mi-mai, ça a été le premier des grands championnats européens à reprendre. C'est vrai qu'il y avait une atmosphère assez particulière. Alors, est-ce qu'on va s'habituer? Peut-être, je ne sais pas personnellement. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Malgré tout, même en tant que passionné de football, j'ai du mal à suivre des matchs où, en plus du manque d'ambiance, il y avait aussi le manque de rythme parfois. Alors, ça se justifie évidemment parce que les joueurs ont eu une longue coupure, donc le temps de revenir. Alors, plus haut niveau, ça prend du temps. Mais voilà. Et une dernière chose sur les gestes barrières, c'est vrai qu'en Allemagne, comme ils ont voulu être exemplaires, il y avait des gestes qui, même aujourd'hui, quelques semaines après, apparaissent un peu superflus, puisque comme le disait Jérémy Bréchet, c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le terrain, finalement, il y a des contacts. Donc des fois, on voyait des gestes où, au moindre toucher, ça provoquait des polémiques un peu inutiles. Si on décide de jouer, on joue jusqu'au bout, il y a des contacts, c'est comme ça le football, on ne peut pas y faire autrement. Des matchs à huis clos, sans public dans les gradins, jusqu'à quand, Ziad Limam? Beaucoup disent on ne pourra pas remplir les stades tant qu'on n'aura pas de vaccin. Ça, nobody knows. Je pense que ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que tout le monde parle de la saison qui reprendra en août, en septembre, sans jamais vraiment se prononcer sur les conditions du public, de la présence du public dans les stades à partir d'août-septembre. Et il y a très peu de chances que en août-septembre, les publics soient dans les stades. Le format de Champions League qui doit avoir lieu probablement au Portugal sera à huis clos. Il est fort probable que la plupart des championnats européens et le championnat français se joueront à huis clos encore pendant plusieurs semaines. Et donc, c'est quand même une déstructuration de l'offre, puisque le foot, c'est un sport, j'allais dire, public, c'est un sport de foule, c'est un amour entre les fans et l'équipe. Et donc, de désincarner tout ça sur des écrans de télé avec des stades vides, ça va durer quelque temps, ça sera accepté quelque temps parce qu'on sort d'un tel sevrage, d'une telle interruption qu'on accepte, mais est-ce que ça gardera le même attrait, y compris pour la télé, parce que si les gens désertent leurs écrans de télévision parce qu'ils retrouvent pas l'ambiance, ils retrouvent pas la chaleur d'un stade plein, on peut ne pas exclure aussi qu'à moyen terme, la valeur football diminue, y compris pour la télé. Et donc, on voit bien là l'enchaînement d'une crise qui s'installe, c'est-à-dire la question des droits télé dont on parlera probablement dans cette émission, la baisse de ces droits ou l'augmentation de ces droits, toute la nature spectaculaire du foot, est-ce qu'il faut la garder? On se retrouve aussi avec un calendrier qui explose parce qu'on a décalé le championnat d'Europe, on a décalé l'Euro 2020, je crois que la Copa América est décalée aussi, il y a le problème de la CAN qui arrive juste derrière, donc on ne sait pas très bien comment tout ça va s'organiser. Donc pour le moment, on s'accroche aux barrières, on fait des matchs de foot à huis clos, on espère que quelque chose va advenir sur le domaine sanitaire pour que tout ça s'autorégule. Mais on sent bien que le débat sur la nature du sport roi et la nature du foot business est ouvert maintenant. Oui, c'est évidemment le débat qu'on va avoir. Emmanuel Beaujean,
l'UEFA pour la Ligue des Champions, dont on parlera là aussi plus tard, ainsi que la France, avec la finale PSG-OL de la Coupe de la Ligue, et puis le PSG-AS Saint-Etienne, la Coupe de France prévue fin juillet, tous n'excluent pas le retour du public dans les stades. Ça vous semble encore possible, ça? Oui, il y a des discours entre la Fédération française de football, la Ligue de football professionnel et le ministère des Sports, parce que Noël Le Graët, le président de la FFF, aimerait qu'il y ait une jauge de spectateurs autorisée pour les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue qui pourraient se tenir les 24 et 31 juillet. Dans l'idéal, c'est sûr que le foot est dénaturé sans public, qu'on a besoin d'une ambiance, que si vous n'avez plus de spectateurs, ça enlève aussi le côté domicile extérieur où vous pouvez être aidé ou porté ou tétanisé par une foule. Tout va dépendre un petit peu de la question sanitaire. Je pense qu'il n'est pas impensable d'imaginer qu'on aurait peut-être 20 ou 30 000 spectateurs au Stade de France pour une finale de coupe entre PSG et Lyon ou fin juillet. 20 000 spectateurs, ça vous semble possible, ça, fin juillet? Je crois même que l'espoir de Noël Le Graët est d'atteindre le maximum de spectateurs possible. Alors, on sait que le Stade de France peut contenir 80 000 personnes. On va peut-être pas passer de 0 à 80 000 personnes, mais on peut imaginer que peut-être la moitié du stade sera autorisée au public. Vous le souhaitez, Jérémy Bréchet? Ça vous semble réaliste de disputer le PSG-OL devant un public de 20 000 personnes? Réaliste, oui, certainement. Je pense que M. Le Graët a évalué toutes les possibilités avec le ministère. Mais ce qui me dérange, c'est que pourquoi est-ce qu'on prend à la limite un tel risque fin juillet alors qu'on aurait pu, ce serait peut-être une question plus tard à évoquer, mais on aurait pu terminer ce championnat, la Ligue 1, la Ligue 1 dans ces mêmes eaux, oui, bien sûr. Là où je suis peut-être pas d'accord, si je peux me permettre, avec Ziad concernant le football, si en effet il s'avère que le huis clos dure plus longtemps, ça sera dur pour les supporters, certainement, mais le supporterisme et l'amour d'un club ou d'un blason, ça dépasse le cadre d'un match, d'une journée ou d'un match. On n'est pas supporter juste pour un match le week-end. Je veux dire, on est supporter dans la semaine, la nuit, le jour, on aime son club. Donc, je pense que même s'il s'avère que le huis clos dure plus longtemps, ça sera dur, mais mieux vaut un football sans supporters en sécurité plutôt que pas de football du tout. Ziad Limam, vous voulez répondre? Non, je partage. Hein. Je dis juste, moi, je pensais plus à la mondialisation de ce business. C'est-à-dire, quand on achète des droits d'un Barcelone-Real ou d'un PSG-Marseille, il n'y a pas que les supporters du PSG et de Marseille, il n'y a pas que les supporters de Barcelone-Real. Il y a 500 millions de gens ou 1 milliard de gens qui, par le biais de leurs abonnements télé, etc., participent à ce match. Bien sûr. Et je ne sais pas, en fait, c'est ça qui me semble relativement en danger, plus que le supporterisme. Au contraire, même le supporterisme, je pense qu'il peut même y avoir un regain d'affection, c'est-à-dire de centrer cette affection sur des clubs qui vont quand même avoir des difficultés. Mais la big picture, c'est est-ce que le grand business du foot, ces spectacles télévisuels mondiaux, ces foules, ces grands stades, les sponsors, tout ça, est-ce que ça suivra si on est dans un modèle à huis clos pendant des mois? Ça, à mon avis, c'est une vraie question. Et c'est une question d'ailleurs qu'on va poser tout de suite à nos deux autres invités. Karim Baldé, ça a la même valeur pour le téléspectateur et donc pour les chaînes, des matchs qui se disputent sans public? En tout cas, les chaînes de télévision rivalisent d'imagination pour donner une impression d'ambiance. Et on l'a vu, que ce soit en Allemagne ou en Espagne, où on n'hésite pas à rajouter des éléments superficiels, donc qui n'existent pas, pour faire croire. Par exemple, en Allemagne, lors du Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, mais dans d'autres matchs également, ils rajoutent du son d'ambiance, comme s'il y avait des supporters finalement. C'est un peu pour masquer la réalité d'une perte d'ambiance évidente, avec un DJ qui mettait des buts dès qu'il fallait, une ambiance but dès qu'il fallait. Un peu comme les rires enregistrés des vieux jeux télévisés, quoi. Voilà, exactement. C'est un peu le même principe, donc c'était assez surprenant d'un point de vue du téléspectateur. Et en Espagne, ils ont poussé aussi le concept un peu plus loin en mettant des pixels en fait à la place des spectateurs pour masquer les tribunes vides, donc pour
pour essayer de donner une impression de foule, alors qu'évidemment, on sait qu'il n'y a pas de foule. Ça marche quand on est devant la télévision, mais ça marche pas évidemment pour les quelques privilégiés qui sont au stade. Donc, on voit bien que les télévisions aussi cherchent, et les ligues, cherchent à compenser au maximum la perte d'ambiance dans les stades. Alors, moi, de mon point de vue, ça me choque un petit peu parce que je préférais qu'il y ait une ambiance naturelle, quitte à ce qu'il y ait personne dans le stade, comme c'était le cas en Italie pour Juventus Milan, plutôt que d'avoir tous ces subterfuges et tous ces éléments artificiels. Quel est votre point de vue, Emmanuel Beaujean? Vous avez l'œil du puriste, vous souhaiteriez effectivement un match qui se limite à ce qu'on regarde sur le terrain et pas ces artifices. Et puis là, Karim Baldé l'évoquait à l'instant, hein, les télévisions, les diffuseurs rivalisent d'ingéniosité pour rendre le spectacle attractif. Est-ce que sur l'autre versant, ils ne rivalisent pas aussi d'ingéniosité pour tenter de renégocier à la baisse ces fameux contrats télé? Si, bien sûr. Dans les redémarrages de grands championnats en Angleterre, en Italie, en cette fin de semaine, auparavant en Allemagne et en Espagne, des diffuseurs qui se sont plus ou moins qui ont versé ce qu'ils devaient aux ligues concernées, tout en négociant des rabais, puisqu'il n'y a pas tout à fait la même ambiance, puisque parfois vous êtes obligé de jouer tous les 3 jours, de faire des multiplex, que vous ne pouvez pas avancer des matchs à des horaires et des cases qui vous sont profitables, et que sans cette ambiance, quand vous disputez un match à huis clos avec les sons des joueurs, que vous entendez l'entraîneur adjoint qui houspille tel ou tel joueur, ça donne une dimension plutôt amicale et ça dénature un petit peu le jeu, ça participe de l'affaiblissement du produit entre guillemets football. Il se pose quand même une question, Jérémy Bréchet, quand on regarde les estimations d'un cabinet, enfin en l'occurrence français, mais qui a fait des estimations sur les clubs de Première Ligue. Le cabinet Deloitte estime à 500 millions de livres la perte de chiffre d'affaires pour la Première Ligue. Alors évidemment, c'est le championnat mondial par excellence, en tout cas l'un des plus regardés au monde. Ici en France, le Covid a fragilisé l'économie des clubs. Est-ce qu'il va y avoir de la casse? Il va y avoir de la casse, certainement, oui. Parmi les clubs professionnels, mais aussi beaucoup parmi les clubs amateurs, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que le football n'est pas seulement pro. Parmi les clubs amateurs, ça va être très compliqué. Ben oui, pour beaucoup de clubs, c'est un manque à gagner qui est important. Et bon, il va falloir rééquilibrer les comptes, trouver les ressources, éventuellement aussi négocier à la baisse certains contrats. Les valeurs des joueurs aussi vont certainement être évaluées à la baisse sur les mois à venir. Donc, ça fragilise vraiment tout l'écosystème du football. Et malheureusement, c'était à prévoir. Enfin, du moins, l'arrêt prématuré de la Ligue 1 nous a fait prévoir ce genre de perte, quoi, malheureusement. Oui, d'autant qu'on a sans doute changé nos habitudes. Ziad Limam, que vaut du football en direct dans une société où les modes de consommation évoluent? L'amateur de foot, il a changé ses habitudes peut-être durant le confinement. Là, davantage regarder des séries, par exemple, sur Netflix ou d'autres. Oui. En même temps, c'est pas la fin du foot. Je veux dire, encore une fois, là, on a un débat avec une situation sanitaire qui n'est pas réglée, avec pas de vaccin, avec pas de traitement suffisamment avéré. Donc forcément, le foot est en crise comme tout le reste. Vous savez, Netflix, il faut qu'ils arrivent à produire des séries. Je sais pas combien de semaines de stock ils ont, mais on voit bien aussi que cette économie-là, elle a été très perturbée puisque tous les tournages se sont arrêtés. Donc combien de temps Netflix pourra remplacer le foot? Franchement, je pense que le foot, c'est le foot. Et je pense que ça reste le sport numéro 1 dans le monde. On voit bien toute la discussion qu'il y a autour de sauver l'économie foot. Donc, c'est pas considéré comme un aspect subsidiaire. Il y a des chaînes de télé, il y a des chaînes de sport, il y a des magazines. Notre ami de l'équipe est là. Il y a, je veux dire, il y a toute une industrie du foot et du sport qui ne peut pas qui va souffrir, mais qui ne peut pas s'effondrer. Et il y a un public qui est prêt. Après, est-ce qu'il est prêt au huis clos pendant combien de temps? Est-ce qu'il est prêt au report des compétitions? Est-ce que les gens vont s'habituer à aller dans un café? Ou d'ailleurs, c'est assez surréaliste, comme le disait votre reportage, parce que finalement, dans les cafés ou dans la rue, on prend moins de précautions peut-être que si on était au stade et concerné par la présence au stade. Donc tout ça, c'est des inconnus. Mais je vois pas le foot disparaître. On va voir cet été d'ailleurs avec la Ligue des Champions courant août, avec les 2 finales en juillet. Ouais, malgré le report des compétitions internationales, de l'Euro de football et puis de la CAN avec les éliminatoires. Mais tout le monde espère avoir un super Euro l'été prochain.
Et tout le monde espère que d'ici là, on aura trouvé des mécanismes pour se protéger. Et tout le monde espère que la Copa América aura lieu. Et tout le monde espère que la CAN aura lieu. Et puis le foot, c'est vrai qu'il y a le haut, comme le disait un des invités, il y a le haut de la pyramide avec ces grands clubs internationaux qui ont une clientèle mondiale. Mais il y a toute la structure du foot qui descend vers les clubs amateurs et qui a un rôle dans les villes, dans l'urbanité, dans les campagnes, tout ça, ça existe. La Coupe de France, elle existe. Et dissoudre ces liens sans penser à les sauver, ça me semble encore prématuré. Et on voit bien les efforts. Si les Italiens, les Anglais, c'est vrai qu'il y a le business, mais s'ils rouvrent les championnats, c'est parce qu'on sent bien que ça participe de quelque chose, du retour à une sorte de vie normale, presque. On en vient justement au cas de la France, seul grand pays européen à avoir annoncé l'arrêt définitif de sa saison. Une décision que vous comprenez, Jérémy Bréchet? Non, clairement non. Enfin, la décision, elle est toujours motivée par des choses. Je veux dire, je ne suis pas à la place du ministre, je ne suis pas à la place du directeur de la Fédé, mais néanmoins, ce qui m'embête, c'est que la décision elle a été prise beaucoup trop vite. Et je pense qu'on aurait eu les moyens d'attendre, on avait les moyens d'attendre et d'harmoniser un petit peu ces prises de décision, c'est-à-dire que de voir un peu tous les acteurs du monde du foot. On parlait à l'instant du rôle du foot dans les campagnes, le rôle social, il est important et on oublie que le foot génère pas seulement que de l'argent, mais génère aussi du bien-être. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas pris en compte, que nos dirigeants n'ont pas pris en compte, mais la première chose, c'est qu'on avait du temps pour la prendre, cette décision. Et que ce temps nous aurait permis de nous harmoniser, d'harmoniser tous les acteurs, se mettre autour d'une table et de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire, comment la maladie et le Covid allait évoluer et comment il fallait agir. Et vous parlez là en tant qu'amateur de football et bon connaisseur du football professionnel ou dans l'intérêt de l'OL, ce qui est parfois reproché au président de votre club, Jean-Michel Aulas? Non, je parle dans l'intérêt du football. Le classement, il est ce qu'il est. Les classements ont été arrêtés avec des calculs que j'avoue, je ne maîtrise même pas totalement. Donc là-dessus, comme je n'ai pas les tenants, les aboutissants, je ne me permettrai pas de juger. Moi, ce qui m'embête, c'est que déjà, dans un premier temps, même en amont, parfois, il a manqué de décence. Parce qu'on parle quand même d'une crise sanitaire, il y avait des morts, mais néanmoins, je trouve que chacun a trop prêché pour sa paroisse et qu'on aurait eu l'occasion de s'harmoniser, l'occasion de se mettre à une table et de discuter, mais pas seulement en France, au niveau européen, d'harmoniser aussi les pays. Certains pays ont réussi, les Allemands ont repris vite parce qu'eux ont réussi à s'harmoniser, à trouver la bonne décision, à mettre en place des protocoles sécuritaires. Et peut-être que nous, on aurait pu aussi. Et peut-être que finalement, encore une fois, la pratique du football est un petit peu dévalorisée en France, qu'on se dit, c'est que du football, mais qu'on oublie que ça génère beaucoup d'autres choses, et pas qu'un aspect financier. Alors oui, c'est vrai qu'on met le doigt sur l'aspect financier. Le championnat de France et les clubs vont perdre beaucoup d'argent, ça va mettre en difficulté le monde du foot. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'on a manqué une opportunité de remettre un peu la France au milieu de la carte européenne et de dire nous aussi, on est capable de prendre des bonnes décisions. Et au lieu de ça, l'équipe a titré, c'est pas moi qui ai titré, mais on est con ou quoi. Des fois, vraiment de ça, je suis vraiment déçu. Après, c'est facile pour moi de dire ça d'ici, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais néanmoins, en tant que spectateur et amateur de foot, j'ai vu que la décision a été prise beaucoup trop vite et qu'on s'est coupé d'une possibilité, d'une opportunité. Emmanuel Boja, on évoquait l'équipe à l'instant. La Ligue de football professionnel s'est mise du coup, il faut bien le dire, dans une situation compliquée vis-à-vis des clubs, contrainte par le Conseil d'État de suspendre les relégations d'Amiens et de Toulouse. 22 clubs en Ligue 1 l'année prochaine, ça veut dire supprimer la trêve hivernale, c'est incontournable? Non, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines concernant tout ce parcours judiciaire, parce que le Conseil d'État a jugé sur la forme et pas sur le fond. Le fait que la Ligue et la Fédération avaient validé cette Ligue 1 à 20 clubs et les relégations d'Amiens et de Toulouse sur la base d'une convention qui s'achevait au 30 juin 2020. Donc, il suffirait que la nouvelle convention pour la période suivante soit signée, peut-être pour entériner cette Ligue 1 qui serait maximum à 20 clubs et que Amiens et Toulouse descendent en Ligue 2. Mais si vous voulez, il y a une chaîne de responsabilité qui est difficile à extriquer, mais il
il y a malheureusement le constat d'une double peine pour le football français, parce que parmi les championnats majeurs, c'est le seul qui se retrouve à s'être probablement précipité, à avoir tout arrêté, alors contraint ou pas par l'exécutif. Il ne faut pas oublier que la Ligue avait énormément travaillé aussi sur des solutions de reprise, sur des hypothèses, notamment avec le déconfinement le 11 mai, avec une possible reprise de la Ligue 1 le 17 juin, qu'il y avait eu des groupes de travail constitués pour évoquer les finances des clubs, pour évoquer le calendrier, et que petit à petit, au fur et à mesure qu'on se rapprochait du discours du Premier ministre Édouard Philippe, les présidents ont compris que peut-être ils étaient lâchés par le gouvernement, que la ministre des Sports elle-même n'avait pas réussi à avoir suffisamment de poids face au président de la République et au Premier ministre. Et on s'est retrouvé le 28 avril avec un discours qui interdisait finalement au championnat de football de reprendre, ce qui a occasionné la prise de parole de Noël Le Graët, le président de la fédération, qui a sifflé la fin de la récré en incitant tout le monde à arrêter. Et le 30 avril, la Ligue entérinait l'arrêt de football, alors qu'on voit bien que dans les grands championnats, dans les pays de football où il y a une vraie culture du football ancrée, on a pris le temps, on a attendu. Parfois, la situation sanitaire était encore pire en Italie, en Espagne, désormais au Royaume-Uni, mais il y avait des intérêts convergents, parce que là, les clubs de foot français perdent à la fois tout ce qui est billetterie pour la fin des matchs qui n'ont pas lieu, mais aussi tous les droits télé qui disparaissent. Ce sont des centaines de millions d'euros. Certes, il y a eu un prêt garanti de l'État obtenu par la Ligue pour les clubs, mais il faudra rembourser cet argent. Karim Baldé, est-ce un mépris des plus hautes autorités du pays pour le football? Est-ce un excès de précaution, peut-être des instances même du football français? Quel impact surtout ça va avoir pour la suite? Ça va avoir un gros impact, parce qu'effectivement, sur le plan sportif, par exemple, avec les Coupes d'Europe, où le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais sont encore en lice, et lorsque ces compétitions vont reprendre, vraisemblablement au mois d'août, eh ben, il y aura un déficit de compétitivité par rapport à d'autres clubs comme la Juventus, le Bayern, les clubs anglais, qui eux auront joué plusieurs matchs du championnat et se seront déjà mis dans une forme classique, on va dire, pour pouvoir affronter les grosses échéances européennes. Après, pour rebondir sur ce qui a été dit au niveau de la cacophonie dans le football français, et c'est vrai que c'est l'un des points de différence avec les autres pays qu'on a cités, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne notamment. Le problème, c'est que la Ligue de football a été extrêmement faible, en fait. Et la Ligue de football, notamment les dirigeants, Nathalie Bois de la Tour et Didier Quéot, ont été piétinés quasiment tout le long de la crise, et eux-mêmes l'ont reconnu finalement après coup, c'est-à-dire que les présidents des clubs de Ligue 1 notamment se sont entre-déchirés. On a beaucoup entendu parler, et même peut-être trop entendu parler de Jean-Michel Aulas, mais voilà, il y a eu plein de dissensions. On a parlé d'un cabinet fantôme, il y a eu les différentes propositions, contre-propositions, repropositions de Jean-Michel Aulas, et personne n'était là pour siffler la fin de la récré tant qu'il était encore temps, tant qu'il était temps encore d'appeler au calme. Et finalement, le discours du Premier ministre est arrivé à un moment donné où c'était tellement le bazar que plus personne finalement à la Ligue pouvait dire bon, on va peut-être se réunir, se calmer et voir si on peut envisager une reprise en juin, juillet si la situation sanitaire s'améliore. À l'inverse, on voit qu'en Espagne, par exemple, Javier Tebas, le grand patron de la Liga, lui a eu une attitude assez autoritaire, j'ai envie de dire, où il n'a jamais été question d'annuler la saison en Liga, malgré la situation sanitaire, même si ça pouvait parfois frôler l'indécence dans ses déclarations. En tout cas, il a maintenu le cap et il est allé voir lui directement le gouvernement espagnol pour aller discuter avec eux et pour voir ensuite, pas leur forcer la main, mais pas loin, pour leur dire bon, ok, d'accord, il y a le coronavirus, mais il va falloir quand même reprendre les matchs à un moment donné. En France, on n'a absolument pas eu ça et malheureusement, on en voit les conséquences aujourd'hui. La Ligue, Ziad Iman, a pris le risque de se mettre à dos les supporters. Et puis, est-ce que dans ce contexte, c'est pas un peu présomptueux de la part de Noël Le Graët d'envisager un stade plein à ras-bord, un stade de France plein à ras-bord fin juillet pour accueillir la finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue? Paradoxal en tout cas. Je suis pas un pro des arcanes du foot français. Ce qui me frappe, moi, c'est que si je m'éloigne un petit peu et je me mets comme si j'étais à l'extérieur, c'est qu'on est quand même dans le pays qui est champion du monde de foot en titre. Donc c'est quand même un grand pays de football, et que cette séquence de la fin avril et de début mai, c'était quand même assez triste de voir qu'il n'y avait pas l'émergence de quelque chose de commun entre les clubs, entre le gouvernement, une discussion et qui aurait pu aboutir à une décision qui aurait été réellement partagée par tous les acteurs. Et donc, en fait, il y a toujours cette image de la France qui est un pays de talent footballistique,
mais qui n'est pas forcément un pays de football organisé avec voilà, avec une certaine structure et une certaine cohésion. Ça, je pense que c'est une des leçons qui sort. Et puis la vérité aussi, c'est qu'on a un championnat qui est dominé par 4-5 clubs, dont un super club qui est le PSG. Et puis derrière, c'est quand même des structures extrêmement fragiles. Est-ce qu'elles ont droit à la parole? Est-ce qu'elles n'ont pas droit à la parole? Tout ça, j'en sais rien. Mais voilà l'image que ça donne. Après, encore une fois, comme on l'a dit souvent dans les émissions, Raphaël, depuis la crise du Covid, c'est qu'il faut aussi un petit peu de tolérance et de générosité. C'est-à-dire la décision a été prise fin avril, à un moment où on n'avait pas encore les idées très claires sur l'épidémie, sur comment elle pouvait évoluer. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises pendant le pic de cette épidémie qu'on peut discuter maintenant avec le recul, mais est-ce qu'à cette époque-là, les éléments qu'on avait auraient permis de prendre une décision? J'en sais rien. Je ne condamne personne. Quand on me dit fin juillet, on va mettre, ou début juillet ou fin juillet, on va mettre 15 000 personnes dans un stade, je n'en sais rien. Et je pense qu'au fond, personne n'en sait rien. C'est-à-dire, on table, on se dit peut-être, mais peut-être que la veille, on dira non, ou peut-être que la veille, on dira oui. Et donc, on va vivre là, dans ce type de décision pendant encore un certain temps. Ça, c'est très clair. Des décisions qui changent, un manque de réalité épidémique sur le terrain. J'entendais une émission ce matin à la radio où on disait quand même qu'il y a toujours 450 cas en France par jour. Donc, ça fait quand même 2500 cas par semaine. Enfin, on peut faire les calculs très vite et donc se donner beaucoup de prudence. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cet aspect français. Pour l'heure, hein, le groupe catalan Mediapro qui s'est allié à TF1 pour créer la chaîne Téléfoot et devenir ainsi le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 ne compte pas renégocier en cas de huis clos la saison prochaine. C'est ce qu'il indique. C'est bon signe, ça, Karim Baldé? Alors, c'est bon signe, oui, sur le fort lui-même, mais c'est vrai qu'avec Mediapro, depuis l'arrivée du groupe catalan dans le paysage français, on a toujours des doutes un petit peu sur leur capacité à finalement assumer cette acquisition des droits au nez à la barbe d'autres diffuseurs français. Donc on verra. Mediapro qui a aussi dit d'ailleurs que si la Ligue 1 passait de 20 à 22 équipes, elle pourrait assumer justement ce surcroît de production, puisque avec une Ligue 1 à 22, il y aurait 4 journées supplémentaires, donc ça fait 40 matchs en plus à produire dans l'année, donc ça fait des moyens supplémentaires mis à disposition. Et à l'heure actuelle, les droits sont à un tarif fixe, donc il n'y a pas question, en tout cas à ma connaissance, de réévaluation de ces droits télé. Donc sur Mediapro, on verra ce qui se passera, mais c'est vrai que le fait que la France ait été entre deux périodes de droits télé, c'est-à-dire entre la fin de l'époque Canal+ beIN et le début de l'époque Mediapro, donc Téléfoot et Canal+, ça a aussi joué aussi en défaveur du football français parce que du coup, il y a une telle animosité entre la Ligue de football et Canal+, liée déjà à la crise des Gilets jaunes parce que Canal+ avait demandé des réparations suite aux déprogrammations des matchs dans tous les sens en début d'année 2019. Voilà, ça n'a pas aidé finalement à pousser le football français et les acteurs du football français à reprendre au plus vite. Bon, finalement, ils ont eu un espèce d'arrangement, mais effectivement, après, ça fait de la perte. Mais Canal n'avait aucun intérêt, contrairement à d'autres diffuseurs étrangers, à faciliter la vie de la Ligue de football professionnelle. Alors, les clubs français, eux, en tout cas, n'en ont pas totalement fini avec la saison, parce que si effectivement la Ligue 1 ne reprendra pas, 2 clubs sont toujours engagés en Ligue des Champions. Vous êtes pour ce tournoi final inédit à élimination directe avec 8 équipes, comme on nous l'annonce, Jérémy Bréchet, et auquel vous allez donc participer, puisque vous avez encore un 8e de finale retour à jouer. Oui, en effet, l'OL a encore un 8e de finale retour à jouer contre la Juventus et une possibilité de se qualifier. Donc, oui, ça ne me dérange pas. C'est un spectacle. Ça serait intéressant à suivre. Quoi qu'il en soit, ça va permettre de terminer cette saison de Ligue des Champions. Donc, ça va être très suivi. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Ça change en plus. Donc, c'est un beau rebond. C'est une belle opportunité. Je vais regarder ça avec attention. Certainement, oui. Oui, la reprogrammation à Lisbonne, Ziad Limam, plutôt qu'à Istanbul. Et puis le fait qu'il n'y aura pas de remontada, comme on avait l'habitude d'en voir ces dernières années, ça avait participé, ça aussi, à populariser la Ligue des Champions au-delà du cercle des supporters. Vous allez le regretter ou voilà, il fallait bien terminer d'une manière ou d'une autre cette Ligue des Champions?
Non, non, on prend. Moi, je suis d'accord. On prend. En plus, c'est un format qui, en lui-même, va créer des surprises. Et puis, vous savez, les remontadas, c'est pas forcément match aller-retour, hein. Il peut y avoir une remontada d'une mi-temps sur l'autre. Ça peut être de nouveaux scénarios. Non, je pense que, franchement, là-dessus, je pense que l'UEFA, il y a une solution à peu près organisée qui va rencontrer l'adhésion du public quand on sera en plein été. Je pense que les gens seront disponibles, ils ont envie de foot avec ces matchs, j'allais dire, un tournoi à élimination directe, ramassé comme ça. Il y a de fortes chances que ça fonctionne. Et il faut de toute façon finir cette saison de Champions League. Alors, ça sera un champion un peu particulier, celui de 2020, il s'en souviendra. Mais voilà, ça vaut le coup de le faire. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est surtout le décalage des grands événements parce que tout va se bousculer, le championnat d'Europe, la Copa América, la CAN, les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, il y a un 2020-2021 qui s'annonce extrêmement lourd en termes d'événements, sans parler du tennis, sans parler des autres sports qui reprogramment aussi. Et donc, je ne sais pas comment tout ça va pouvoir s'engager dans un tuyau et que les gens soient disponibles pour absorber autant de spectacles. Vous pensez, malgré sa popularité, voilà, qui est sans doute l'événement le plus fédérateur au monde, hein, non sportif, que le football est malgré tout menacé aujourd'hui et est contraint d'évoluer dans son format actuel? Mais je pense que tous les formats sont contraints d'évoluer. Le Covid a mis à nu les déséquilibres qui étaient préexistants. Est-ce qu'on peut continuer à avoir des ligues, en particulier, il n'y a pas que les Français, hein, les Anglais ont une ligue déficitaire, je ne sais plus combien, de dizaines de millions d'euros par an. Est-ce qu'on peut continuer à subventionner des championnats comme ça déficitaires? Est-ce qu'on peut continuer à accepter que des joueurs valent 100 millions, 200 millions, 250 millions? Est-ce que vous, de ce point de vue-là, Ziad, est-ce que vous trouvez normal que des clubs aient recours au chômage partiel, par exemple, comme voilà, toutes les entreprises de France à l'occasion de cette crise du Covid, quand on sait les salaires auxquels sont payés les joueurs de football professionnels et de Ligue 1? Je ne suis pas juriste, disons que ça aurait été compliqué probablement d'exclure un certain nombre de gens du chômage partiel parce que juridiquement ça aurait été compliqué. Après, est-ce que c'est moral, est-ce que ça a du sens, j'en sais rien. Mais c'est justement les questions qui sont posées au foot contemporain, c'est-à-dire est-ce qu'on continue dans cette espèce de surenchère permanente des droits, parce que les droits de Mediapro, c'est 3 fois ou 2 fois ceux de l'équipe précédente? Est-ce qu'on continue avec des salaires à ce niveau-là? Est-ce qu'on continue avec des billets? Moi, je vais pas tous les jours au foot, mais dans la vie d'avant, quand j'allais au foot, les billets sont chers. Est-ce qu'on continue avec tout ça ou est-ce qu'on trouve une forme d'équilibre? Mais cette question de l'équilibre, elle parle pas qu'au football, elle parle à toutes les grandes industries du monde pré-Covid qui sont soumises à une mise à nu en réalité de leurs pratiques, de leur déséquilibre, de leur excès, et qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de retomber sur leurs pieds de manière un peu plus durable, un peu moins coûteuse, un peu moins excessive. Jérémy Bréchet, sur cette question d'abord de la prise en charge des salaires des footballeurs professionnels, avec des décotes au-delà de certains montants, mais voilà, est-ce qu'il fallait en passer par là? C'était inévitable? Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres moyens? Et puis sur la nécessaire évolution de ces pratiques justement liées au football, de cette inflation des droits et des salaires? Ben, je pense que c'était pour certains clubs une question de survie de pratiquer le chômage partiel, puisque c'est vrai que n'ayant pas de rentrée d'argent ou de droits télé ou de rentrée de billetterie, il fallait baisser les charges et ça passait par la baisse des salaires. Donc oui, c'était un peu... En faisant reposer sur la collectivité des salaires parfois exorbitants, en tout cas pour ceux qui nous regardent? Il aurait fallu trouver un autre moyen. Non, en effet, mais quel moyen? En amont, savoir peut-être comment faire. Donc, quoi qu'il en soit, c'est sûr que là, les footballeurs, pour certains, ont trouvé des accords avec les clubs ou pour reculer certains paiements ou pour justement faire une baisse. Et encore une fois, certains clubs européens ont montré l'exemple. La Juventus, il a fallu, je crois, même pas moins d'une semaine pour trouver un accord entre les joueurs et le club pour faire une baisse d'un pourcentage précis ou alors repousser certains salaires. Donc, moi, je pense que le football va redevenir comme avant. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir une profonde remise en cause du système actuel. Et presque, alors j'ai envie de dire, il ne faudrait pas, dans le sens où le football aujourd'hui, c'est une recherche du profit pour les clubs. Ce sont des institutions économiques avant même d'être une institution
de spectacle ou de sport. Par contre, là où ça doit changer, c'est en effet, par exemple, sur l'aspect chômage partiel. S'il s'avère qu'à nouveau, il y a des périodes de confinement dans le futur pour X autres problèmes, mais surtout, c'est tout l'argent qui est généré, parce que plus il y a d'argent généré, et plus c'est intéressant de le redistribuer. Et c'est là où le football doit progresser et doit changer. Dans la redistribution de cet argent, qu'il n'aille pas dans les mêmes poches, mais qu'il soit redistribué de manière plus équilibrée. Emmanuel Beaujean, une redistribution plus équilibrée, en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, c'est un vœu pieux, une chimère, ou est-ce que c'est possible? Non, je pense que cette crise aura eu le mérite de permettre une prise de conscience, parce qu'on s'est aperçu qu'énormément de clubs vivaient à crédit finalement, que si vous arrêtiez tout d'un coup, il n'y avait plus de rentrée d'argent, il n'y avait plus de billetterie, il n'y avait plus de droits télé, et que finalement un club n'était peut-être plus en mesure de payer ses charges, ses salaires pendant 1 ou 2 mois, et que ça oblige à réfléchir sur la gestion future et peut-être à imposer par les ligues aux clubs de réserver sur une certaine part de transfert ou dans son budget prévisionnel chaque année, de mettre un petit peu d'argent de côté pour avoir des fonds qui permettraient en tout cas de faire face à de nouvelles crises, parce qu'on est dans une forme de bulle spéculative où en effet il y a de plus en plus de droits télé, où il y a des joueurs peut-être moyens qui sont vendus à des sommes astronomiques, et il faut revenir à une Karim Baldé, la fin du football cigale, on sera désormais plus prévoyant à l'avenir et peut-être plus redistributif, vous y croyez? Bah, je veux bien y croire. Après, pour ajouter à ce qui a été dit, il y a une chose que j'espère, en tout cas personnellement, même si c'est bizarre de le dire, c'est qu'il y ait moins de matchs, parce qu'on insiste depuis plusieurs années à une inflation du calendrier, et Ziad Limam parlait justement du fait de ne pas pouvoir tout caser. Et c'est vrai, quand on voit la création de compétitions parfois pas toujours utiles comme la Ligue des Nations de l'UEFA, quand on voit que l'Euro a été augmenté de 16 à 24 équipes, pareil pour la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde qui passe de 32 à 48 équipes. Voilà, on voit bien qu'il y a une inflation aussi du nombre de matchs, et ça a un gros impact à mon avis sur la santé des joueurs. C'est quelque chose dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais je trouve que la santé des joueurs est trop souvent mise de côté, y compris avec le retour sur le terrain qui s'est fait de façon très rapide, parfois trop rapide, après parfois seulement 2 ou 3 semaines d'entraînement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, il y a des entraîneurs comme Pep Guardiola qui l'ont encore dit hier. Il dit on n'est peut-être pas prêt à jouer au football tout de suite à un rythme aussi intense de 2, 3, 4 matchs par semaine. Et cette question-là des calendriers, il va falloir aussi à un moment donné s'en occuper. C'est pas bon pour le business, c'est vrai, mais ce serait peut-être meilleur pour la santé des joueurs et à terme pour le spectacle qu'on verrait à la fois dans les grandes compétitions, mais aussi dans les championnats domestiques comme la Ligue 1 par exemple. Et oui, pour illustrer ce que vous dites et boucler la boucle de cette émission, le championnat britannique reprend avec 92 matchs qui vont devoir être joués d'ici au 25 juillet. Voilà, en un mois, on prend conscience effectivement de ce calendrier totalement incroyable. Merci, restez avec nous sur France 24. Je remercie bien sûr Karim Baldé d'avoir participé à ce débat, ainsi qu'Emmanuel Beaujean, Jérémy Bréchet et Ziad Limam. Voilà, c'est la fin du débat de France 24. Restez avec nous pour plus d'infos dans un instant.